présentation. On va conclure la session de cet après-midi avec effectivement Skander Kali qui est parmi nous et qui va précisément rebondir sur la question des clichés et surtout de l'utilité des clichés. Donc, très bon enchaînement, articulation des deux communications. Alors, Skander Kali, c'est le nom d'auteur de Khalil Mourad, qui est enseignant à Paris, dans le 19e arrondissement. Il est aussi écrivain et il travaille en ce moment sur une thèse de doctorat sur Jules Vallès, à l'Université de Paris 1 de la Sorbonne. Ah, pardon. Parler de la diversité, bien entendu, c'est tout ce qu'il y a de plus louable en soi. Le seul problème, c'est que, en ce qui concerne le roman et le littéraire, c'est pas la même problématique. Les personnages littéraires, lui, ne fonctionnent pas comme les citoyens ou les individus. Et traditionnellement, il a l'habitude de styliser, concentrer, condenser certains points du réel. Et la référence pour la littérature française, c'est quand même Balzac. Alors là, vous avez un portrait du père Goriot, qui est justement, lui, un type, ce qu'on appellerait, je pense aussi aujourd'hui, un stéréotype, et qui incarne la paternité. C'est le père, et c'est quasiment un archétype, puisqu'il devient le Christ de la paternité, selon Balzac. Et le principe de Balzac, c'est de passer du général au particulier. Alors, vous avez quitté le pièce. Non, il y a deux pièces, c'est ça. Vous avez quitté quand vous avez mis le. Oui, j'ai sorti ouais, ça. c'est là. Ah oui. Ouais. Les jeux, c'est grand. Merci. Alors justement, le principe, c'est d'essayer de montrer comment cette notion de type peut s'appliquer au roman de banlieue et à cette notion de cliché. Alors le premier argument le plus spontané, c'est l'argument historique, en disant que justement le roman de banlieue, alors ça a été une des questions évoquées tout à l'heure, sur la banlieue qui se passe en banlieue, l'argument historique, c'est de dire qu'on n'en est pas au point où on peut déjà développer des cas particuliers. Le deuxième argument, ce serait de se rendre compte que le cliché, notamment en ce qui concerne la violence ou la délinquance, eh bien, c'est une image irréductible, inassimilable et donc dangereuse qu'on ne veut pas voir et qu'on aimerait assimiler, voire apprivoiser. Le troisième argument qui me saute aux yeux, c'est que le cliché a un intérêt dans la mesure où il précise des codes et des significations qui sont propres à la banlieue. Et pour comprendre ça, il faut s'appuyer sur la notion de ghetto développée par la Perroni dans le Ghetto urbain, paru en 2009. La banlieue, c'est un langage en elle-même et c'est comme ça qu'on peut comprendre le type et le stéréotype. Alors, le premier des langages, c'est bien entendu celui de la langue, et je pense que c'est un cliché dont on ne peut faire l'économie, parce que justement, la langue de banlieue dit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit notamment une opposition aux valeurs de la langue dominante. Alors, c'est le principe dans les romans
Mabrouk Rachedi, Le poids d'une âme et de Thierry Junquet. Ils sont votre épouvante. Vous avez un narrateur qui, lui, s'exprime en français normal, standard, et vous avez certaines interventions, bien entendu, en langue, comme a dit ma collègue, vernaculaire, en langue de banlieue, qui marque ce passage d'une langue à l'autre. Alors l'intérêt d'Entre les murs, c'est justement, c'est quasiment un roman sur la langue française et la langue contemporaine, puisque justement l'enseignant est chargé d'enseigner la langue standard à des élèves qui ne la parlent pas vraiment. Et c'est quasiment, en termes linguistiques, la notion de créole, c'est-à-dire une sous-langue qui s'oppose à la langue dominante. Alors ça a été déjà théorisé par Lepoutre dans Cœur de banlieue. La langue de banlieue, c'est une langue qui s'oppose, une langue minoritaire qui s'opposerait à la langue française, vue comme dominante et comme belle langue de référence. Et enfin, mon point de vue plus personnel, c'est que cette langue génère son propre sens. Et l'exemple le plus clair là-dessus, c'est les insultes. Si vous regardez les insultes, les gros mots, la fameuse vulgarité, elle revient toujours à 2 ou 3 notions identiques qui marquent bien une forme de traumatisme, c'est les origines, la race et l'identité sexuelle. L'insulte, c'est du sens. Et donc la langue de banlieue qui peut paraître un cliché, ben, on ne peut pas s'en passer parce que c'est du sens. Le deuxième cliché qui peut nous interpeller, c'est celui du lieu, la fameuse cité. Eh bien, il faut bien comprendre que ce lieu, vécu comme un lieu clos, est lui-même traversé de significations qui le dépassent, hein, des forces qui le dépassent, notamment l'histoire. C'est Alexis Génie dans L'Art de la guerre, le dernier ou l'avant-dernier prix Goncourt, qui nous rappelle qu'une descente en banlieue, eh bien, c'est exactement les mêmes méthodes qu'une descente dans la Casbah d'Alger. C'est le colonial qui se rejoue. Pour Judith Rebel, qui a peur de la banlieue, c'est plutôt une continuité longue hein, sur l'histoire depuis le XVIIe siècle, influencée de Foucault, du contrôle des populations. Les populations à risque sont cantonnées dans certains endroits, elles sont contrôlées, on gère les flux, et c'est le principe même du contrôle d'identité qui forme ce qu'elle appelle une biopolitique. Alors le principe, c'est que ces lieux qui peuvent nous paraître comme des lieux clichés, des vieilles rengaines, eh bien s'inscrivent dans une lignée de lieux d'enfermement. Alors là, vous avez bien entendu la cité, vous avez l'école, la prison, par excellence, et puis vous pouvez rajouter les hôpitaux. Éventuellement, on pourrait évoquer les lieux de travail, l'usine. Alors, c'est le principe général du panoptique de Bentham qui est souvent repris par Foucault lui-même. Alors, en illustration, c'est malheureusement pas une photo de banlieue française, c'est une photo on va dire de banlieue belge, avec une prison qui donne exactement sur ce paysage urbain. La prison, c'est le modèle de construction de la banlieue. Où serait. Alors, on ne peut pas faire l'économie de ce cliché du lieu parce qu'il fait sens. Le troisième cliché, ce serait celui de la culpabilité et de l'innocence, et plutôt celui de l'innocence, voire de la victimisation. Alors toujours dans ces rapports d'abord de lieu et d'espace, on a un rapport très marqué entre le centre et la périphérie. Le lieu est un lieu clos. Et c'est tout l'intérêt de Ma cité va craquer. Je préférerais toujours à la haine. Ma cité va craquer se passe en vase clos. Et les héros, parce que c'est des héros de Ma cité va craquer, sont un peu idiots, ils sont autodestructeurs, ils poursuivent des vendettas constantes jusqu'à s'entretuer l'arme au poing, mais ils sont responsables. Tandis que dans la haine se construit sur une bavure, et puis surtout on a certains romans qui sont un peu plus clairs encore. Le poids d'une âme de Mabrouk Rachedi, bien entendu, le personnage est victime d'une bavure, voire d'une faute volontaire de la police. C'est des cas assez courants. On innocente le jeune de banlieue, quelle que soit sa violence ou quelle que soit sa culpabilité éventuelle. Or, cette innocence constitue un contre-cliché.
Contre la banlieue violente, on propose un contre-cliché d'une banlieue innocente. Le problème, c'est que l'innocence, en français, c'est un mot ambigu. L'innocent, c'est celui qui n'a rien fait, mais c'est aussi le crétin. Donc, la question fondamentale, c'est celle de la culpabilité, ou en tout cas de la responsabilité, de la construction de cette responsabilité. Alors, on pourrait avoir un contre-exemple assez intéressant avec Ils sont votre épouvante de Thierry Jonquet. Thierry Jonquet nous montre des personnages absolument cyniques, bandits, méchants, de banlieue, musulmans intégristes. Et donc, il est vraiment contre cet angélisme. Le problème de Thierry Jonquet, c'est que c'est du roman à thèse. C'est un roman à thèse qui applique très clairement un essai qui s'appelle « Les territoires perdus de la République », si ça vous dit quelque chose. Et donc, c'est l'application mécanique de cet essai paru. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre justement une mécanique. Cette mécanique, quelle est cette mécanique? C'est celle du personnage de banlieue qui est soumis, et c'est un des clichés très bien traité par Alexis Génie, c'est la mécanique du personnage de banlieue qui est inséré dans le groupe. Alors, Alexis Génie, dans l'art de la guerre, nous montre, dans un beau passage, explique qu'en centre-ville, on peut être soi, on peut être un individu. Et le narrateur regarde un groupe et il dit, en périphérie, en banlieue, eh bien, on ne peut pas être soi-même, on est obligé de vivre en groupe. Autrement dit, c'est le primat de du groupe sur l'individu. J'ai fait une coquille compréhensible. Et l'individu perd son identité propre et se déréalise. Alors pour ça, on va essayer d'expliquer ça avec un cas pratique. C'est l'apéronie qui nous donne, c'est le cas Malek. Alors Malek est un jeune, plus ou moins jeune d'ailleurs, délinquant qui a fait beaucoup de prison et qui a fait sa place en banlieue. Et justement, l'apéronie nous rappelle que faire sa place en banlieue, ben, ça a un prix. Quel prix? Celui de jouer un rôle. Hein, c'est presque un portrait littéraire. Malek, pour faire sa place, joue un rôle, il adopte un personnage. Il est une caricature du jeune de banlieue. Autrement dit, la socialisation du jeune, lui, l'invite à être lui-même une caricature de lui-même. C'est assez vertigineux. Il est en quelque sorte surintégré, englouti par son rôle social. Il est déconnecté de lui-même. L'apéronie poursuit. L'univers social du ghetto est un univers de stéréotypes, marqué par l'excès de social. L'individu n'a pas de choix, soit il accepte de jouer son rôle, de s'y réaliser dans une sorte de caricature, ou soit il doit s'exiler. Alors on comprend bien que derrière cette mécanique, cette caricature, on atteint presque le vertigineux. On est déjà presque dans l'artistique, dans le littéraire, avant même d'en avoir fait. D'ailleurs, l'apéronie est un sociologue qui est obligé d'utiliser presque un vocabulaire d'analyse littéraire. Et cette mécanique, c'est celle qu'on retrouve chez Sartre. Alors Sartre, dans un passage assez connu, c'est le passage du garçon de café, nous explique que le garçon de café, pour échapper au néant, est obligé de jouer à être un garçon de café. Son rôle, c'est de jouer exactement comme un acteur, hein, comme l'acteur fait à nous. Eh bien, le garçon de café va jouer au garçon de café. Et il est obligé de le faire parce que sinon, il bascule dans le néant social. Il est là pour rien. Et donc, lui aussi, c'est exactement, on pourrait presque remplacer mot à mot pour la banlieue, c'est une mécanique pour échapper au vertige du vide. C'est exactement la même mécanique sociale du ghetto. Si vous voulez exister, vous êtes obligé d'adopter des signes de représentation d'appartenance au ghetto. On voit bien là que c'est la notion de ghetto de l'apéronie qui fait quand même sens. Alors, ce n'est pas tout à fait fini, puisque cette notion de mécanique, c'est la notion de Bergson, de la comédie selon Bergson. Hein, la mécanique plaquée sur du vivant. Autrement dit, un des aspects du cliché, du stéréotype, c'est quand même le comique, ou en tout cas le tragicomique. Alors, l'autre possibilité, c'est bien entendu d'aller, un peu comme Balzac, à un degré d'abstraction un peu plus haut, et d'atteindre le personnage balzacien. C'est intéressant quand même.
C'est le personnage basacien, lui, dépend de l'espace social où il évolue, espace qui détermine sa personnalité et en même temps l'explique. C'est exactement le jeune de banlieue, immergé dans son milieu, qui l'explique et qui le conditionne. Et donc là, on a quand même une relation assez spectaculaire entre une tradition littéraire et un mode de vie. Alors, cette tradition littéraire, par contre, elle s'oppose complètement à ce que forme le roman contemporain. Alors, Barrère et Martuccelli, dans un texte assez récent, le roman comme laboratoire sociologique, étudie une liste d'auteurs français. Alors j'ai la liste sous les yeux, mais ça me prendrait un peu trop de temps et elle est assez explicite. Et elle nous propose une liquidation, selon eux. Le roman contemporain français fonctionne selon une triple liquidation. Alors le mot, je ne m'en remets pas, parce que c'est la liquidation d'un héritage national. Enfin, la liquidation première, c'est celle du personnage social. Au grand scandale d'une certaine sociologie, l'état social n'est plus un indicateur analytique pertinent. Le personnage de roman français n'a plus de référence sociale, éventuellement sociétale. Mais on choisit le sociétal contre le social et encore contre le sociologique. On a des êtres coupés, ce qui est l'inverse du personnage de banlieue, qui lui, on l'a vu, est surdéterminé par son milieu, ne serait-ce que dans son habitus, comme disent les sociologues, justement. Sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa façon de manger, rien que ça, c'est déjà significatif. Le deuxième pôle de liquidation, c'est la liquidation du moi psychologique. Selon Barrère et Martuccelli, et selon le roman contemporain français auquel s'oppose de fait le cliché de la banlieue, il n'y a plus de psychologie. Les romans analysés font le deuil global de toute herméneutique qui viserait à établir ou découvrir une vérité stable de soi à trouver. Donc, il n'y a plus de psychologie possible. Alors là, on voit bien qu'au contraire, la psychologie est omniprésente. C'est la question d'abord de l'identité. Le contrôle d'identité, c'est qu'on vous renvoie à votre face constamment votre identité. Et ça, c'est du psychologique. L'autre question, c'est celle de l'individu et du groupe, comme on l'a vu dans le beau passage d'Alexis Génie. Il faut se construire malgré le groupe ou avec le groupe et essayer de faire émerger une individualité. Et enfin, c'est la question de la responsabilité. Alors la Perroni rajoute aussi l'intériorisation. Vivre dans le ghetto, c'est aussi intérioriser psychologiquement le ghetto. Alors vous voyez bien que tous ces points s'opposent pied à pied à cette liquidation du moi psychologique proposée par le roman contemporain. Le troisième point, la troisième liquidation, c'est la liquidation du roman existentiel. Alors là, c'est spectaculaire. Le roman français contemporain aurait évacué le roman existentiel. Tenez-vous bien, les personnages ne font plus place à l'absurde et ne sont plus assaillis par une solitude ou une angoisse que l'on pourrait baptiser de métaphysique ou tout simplement d'existentiel. Ils sont bien heureux. Ils ne s'inquiètent pas non plus tant que cela du sens de l'existence du monde. Ça y est, dans le roman contemporain français, on ne s'écoute pas du sens du monde. Dans le roman de banlieue, ou ce dont on pourrait parler en banlieue, c'est justement du sens du monde. On l'a vu avec la référence à Sartre, il y a une référence quasiment à la nausée, à l'enfermement, comme notion quasiment philosophique. Et si vous vous souvenez d'Abdelmalek Sayad, oui, c'est la double absence. L'immigré, c'est celui qui est absent chez lui, et c'est celui qui est absent dans son pays d'accueil. Et on pourrait presque tripler cette absence avec celui qui est absent en vivant dans le ghetto ou en banlieue. Donc là, on est dans le roman existentiel, que nie le roman français contemporain. Alors, dans cette version... Ah si, alors en guise de conclusion, parce que j'ai vu, c'est d'avoir 2 minutes. Le stéréotype peut créer du particulier, mais seulement à partir du général. Autrement dit, on peut créer du particulier. Il ne s'agit pas de prendre le cliché comme une fin en soi, mais il s'agit de l'utiliser comme point de départ et de traiter justement les 3 points qu'on vient d'évoquer, le social, le psychologique, l'existentiel. C'est à partir de là qu'on peut créer un personnage particulier. Et puis,
l'inquiétude de lutter contre le principe du contre-cliché, c'est quand même de proposer un bon banlieusard qui serait le contraire d'un mauvais banlieusard et qui serait, lui, l'équivalent d'un archétype du barbare ou du sauvage tout court. Et donc là, il y a une volonté de casser les préjugés et de casser les stéréotypes et d'apprivoiser une violence latente, voire une violence insurrectionnelle. Alors tout à l'heure, la collègue a présenté un livre, c'était « La guerre de la banlieue n'aura pas lieu ». C'est exactement ce qu'on attend. C'est exactement ce qu'on attend. C'est pour ça que Villepin soutient ça. C'est ce qu'on veut entendre en centre-ville. C'est qu'il n'y aura pas d'insurrection. Alors on peut prendre un cas d'école à peine. On peut rêver d'un jeune homme lisant Sophocle dans le texte, jouant les suites de Bach au violoncelle et qui ne parle pas d'islam et qui peut s'encanailler dans les bars le week-end. Mais ça sera sûrement un personnage de banlieue, ça il aura cassé les clichés, mais il ne correspondra pas à cette réalité.